Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Dernière course de la saison. J'ai dû sortir le nœud papillon comme vous le voyez. Alors ne regardez pas trop plus bas là parce que bon, un dépareillé assez audacieux, jogging, une paire de chaussons. Nous ne sommes pas là pour parler de costumes, mais bien évidemment moto GP, dernière course de cette saison 2024. Et premièrement, je tenais à vous dire merci. Merci tout simplement. Vous êtes de plus en plus à suivre cette petite chaîne YouTube où je partage simplement ma passion pour le MotoGP. Voilà, des analyses, des petites histoires, des débriefs comme celui-ci, le BRK. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette série tout au long de l'année, tout au long de la saison MotoGP 2024 où nous avons débriefé ensemble les week-ends MotoGP sur cette saison. Donc c'était très sympa. Merci de suivre, merci de vous abonner, merci de liker. Il n'y a pas d'objectif particulier derrière, c'est vraiment juste pour le plaisir du partage, pour le plaisir du sport. Et je vois qu'il y a quelques personnes quand même qui aiment ça et qui du coup s'abonnent en retour et ça fait bien kiffer. Donc voilà, on est quasiment à 500 abonnés là si je ne dis pas de bêtises. On y est bientôt je crois, donc ça fait plaisir. Merci de vous abonner, merci de liker. Si vous ne le faites pas, ah bah tant pis, il n'y a pas de souci là-dessus. Parlons du Grand Prix Solidarity GP qui s'est déroulé à Catalunya, Barcelona. Pour clôturer cette saison, nous avions déjà un champion du monde Moto 3, David Alonso, un champion du monde Moto 2, Ayogura, qui passera en MotoGP l'année prochaine, et un champion du monde MotoGP qui était à définir dans cette dernière course dans une bataille entre Francesco Bagnaia ainsi que Jorge Martin. Une habitude que nous avons pris au fil du temps, c'est bien sûr Johann Zarco. Johann Zarco, bravo. Un grand bravo à Johann Zarco. Pourquoi bravo Johann Zarco? Pourquoi je commence comme ça le débrief de Honda? Alors on ne va pas forcément débriefer comme d'habitude dans le détail, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les améliorations apportées, le week-end en général. Là, c'est la dernière course de la saison. On s'est assez répété cette année. Honda, le manque de grip, le manque de stabilité, une moto pas performante et sur un circuit comme Catalunya, forcément, ça allait être très difficile. Ça allait être difficile dans le sens où il est fait exactement pour que la Honda ne fonctionne pas avec ses caractéristiques actuelles. Cependant, on peut faire un retour global sur cette saison. De grosses améliorations ont été apportées chez Honda. Le circuit ce week-end était beaucoup plus froid. Il grippait beaucoup moins qu'en milieu de saison quand nous y sommes allés pour la première fois à Catalunya justement avec les Honda, avec le premier package. Cette fois-ci, on y retourne avec le nouveau package, les toutes dernières améliorations de 2024. Et Johann Zarco, je crois, gagne quasiment 5 dixièmes au tour face à son chrono qu'il faisait en milieu de saison à Catalunya avec la première version de la Honda. Donc, il y a eu des améliorations, il y a eu du potentiel qui a été trouvé. On a retrouvé une certaine niaque du côté de chez Honda, une envie de progresser, une envie de réussir et ça fait plaisir. Et tout ça a été mené par un méga, un super, un exceptionnel Johann Zarco toute la saison. Un temps d'adaptation ultra rapide, une capacité à mener une équipe et voir tout un constructeur hors norme. Franchement, un grand bravo à Johann Zarco, que ce soit dans le développement, dans l'analyse de la moto, dans les retours techniques et sur les résultats en piste. Johann Zarco a été parfait du début jusqu'à la fin. Meilleur pilote Honda et de loin. Et encore une fois, qui est seul dans les points? Johann Zarco. Un grand bravo, une saison de top pilote, une saison super. Ça mérite largement une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Donc j'espère que Lucio Cecchinello va faire un forcing auprès des dirigeants de chez Honda. Mais en tout cas, ils ont beaucoup à perdre en voyant ce que Zarco a fait cette saison s'il ne le prolonge pas. Donc voilà, un grand bravo à Johann Zarco. Merci pour cette saison. Merci d'avoir gardé Honda un minimum en vie. C'est dommage parce que aujourd'hui, enfin ce week-end, Juan Mir avait un gros rythme meilleur même que celui de Johann Zarco en course, qui a été victime de départs très compliqués. Johann Zarco, très difficile sur les deux départs de la sprint et la principale. Mais Juan Mir, lui, avait un vrai rythme, un bon rythme en course. Mais malheureusement, deux chutes qui vont ruiner son week-end. Et ça finit mal pour Juan Mir, comme ça avait très mal commencé. Mais il y a un peu plus de performance. C'est le deuxième pilote Honda en termes de performance pure, voire peut-être parfois un peu au-dessus de Johann Zarco. Mais il manque cette régularité, il manque cette finition, il manque cette capacité à finir les courses et à ne pas trop en faire
même si on sait, Juan Mir est en train, je pense, d'un peu saturer, on le sent au fur et à mesure de ces derniers mois avec cette Honda qui ne fonctionne absolument pas. Voilà, bravo Honda, les efforts sont là, ça a fait plaisir, l'abandon n'est pas prévu, j'ai l'impression qu'on va retrouver quelque chose et c'est en testant, c'est en partant de très très bas, en testant plein de choses qui vont forcément avoir des idées nouvelles et des choses que les autres n'ont pas pensé. Et donc, ça va permettre finalement de développer une très bonne moto, je l'espère, dans les futures années. Et puis, il y aura la révolution de 2027 qui arrivera bientôt. Bravo Honda, bravo Zarco et les autres pilotes. Nakagami, c'était cette dernière course. Donc voilà, un petit mot pour Takaki Nakagami. Merci pour ces années. Je me souviendrai de la pole à Aragon, même si c'est vrai que sa carrière ne m'a pas forcément beaucoup marqué. Passons à Yamaha. Du côté de chez Yamaha, c'est à peu près la même chose que du côté de chez Honda. Merci Fabio Quartararo, merci les pilotes français d'avoir fait vivre ces constructeurs japonais tout au long de cette saison avec des bons résultats sur la fin de la saison, notamment à partir de la mi-saison quand des vraies améliorations ont été apportées sur les motos vers Saint-Marin et ensuite à la tournée asiatique. Nous avons pu voir la Honda de Zarco, la Yamaha de Fabio Quartararo le vendredi passer en Q2. Le samedi, réussir de bonnes positions en Q2, en course sprint, pouvoir se battre pour les petits points, en course principale, aller chercher du top 10. Donc vraiment, c'était très intéressant à voir. Ils partent de très très loin. Le travail va être difficile, fastidieux tout au long de la saison prochaine encore parce que ce n'est pas en 2025 que ni Quartararo ni Johann Zarco vont pouvoir aller chercher les victoires. Mais dans tous les cas, on va se rapprocher potentiellement du top 10, du top 5 en voyant les améliorations qu'ont apporté les autres constructeurs. Mais un grand bravo à Fabio Quartararo. Merci pour cette saison. Sur Catalunya, sur ce dernier Grand Prix, bon, pas grand chose à dire, on le savait. Comme du côté de chez Honda, des difficultés pour la moto car c'est un circuit très exigeant qui proposait en plus peu de grip. Donc la Yamaha n'était pas forcément avantagée. De plus, on a cette très très longue ligne droite. Alors certes, ça a progressé du côté de chez Yamaha en vitesse de pointe, mais ce n'est quand même toujours pas le point fort de la moto. Donc voilà, grand bravo à Fabio Quartararo. Alex Rins un peu plus en difficulté, qui lui se rend compte et qui le sait que la moto est beaucoup plus tournée vers Fabio Quartararo. Donc c'est un peu plus difficile pour lui. L'année prochaine avec 4 motos, ça va être très intéressant. De l'expérience, beaucoup de pilotes différents, un Fabio Quartararo au top de sa forme. J'ai hâte de voir ça et notamment d'être en 2026 pour avoir une Yamaha complète et j'espère performante. Merci Yamaha, merci Fabio, merci Rins aussi d'avoir fait quelques bons résultats tout de même cette saison. Passons à Aprilia. KTM. Du côté de chez KTM, c'est la déception de mon côté, forcément. Fan de Pedro Acosta, fan de KTM. Alors oui, la bataille pour la 5e place au championnat du monde se disputait entre deux KTM RC16. Il n'y a pas de souci dans tous les cas. Ça me faisait plaisir que la meilleure moto parmi les autres était une KTM. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais, c'est Brad Binder qui prendra cette 5e position au championnat du monde. Le meilleur des autres, mis à part le top 4, le Big Four, exceptionnel cette saison. On en parlera bien sûr un peu plus tard. Mais voilà, Pedro Acosta qui perd face à Brad Binder. Une usure prématurée de pneus, une dégradation extrêmement forte sur ce pneu arrière du côté de Pedro Acosta. Une fin de course du coup très difficile avec un rythme en 42,5 si je dis pas de bêtises. Pour les chronos, c'était une catastrophe. Vraiment, ça avançait plus du tout pour Pedro Acosta. Voilà, bon, ça arrive. Une bonne saison, je retiens du positif. Je vois beaucoup de critiques autour de Pedro Acosta que je ne comprends pas car honnêtement, champion du monde Moto 3 dès sa première saison, 2 ans pour devenir champion du monde Moto 2. Il arrive dans une écurie satellite sur une moto qui se fait pulvériser par les Ducati. Il arrive quand même à être 6e au championnat du monde derrière seulement 4 pilotes Ducati et le fer de lance de chez KTM, le meilleur des autres pilotes. Très logiquement, normalement, Brad Binder, ça aurait dû être une formalité du côté de chez Brad Binder de finir devant Pedro Acosta et meilleur des autres pilotes. Donc voilà, grosse saison de Pedro Acosta. On a clairement, selon moi, un génie. On a quelqu'un qui l'année prochaine jouera les victoires à coup sûr. Un pilote qui jouera peut-être même le championnat, en tout cas le top 3 au championnat. J'en suis quasiment persuadé. Donc Pedro Acosta, bravo. Bien sûr les chutes. Bien sûr, certaines déceptions, on a le droit d'être déçu quand on pense à la série de 7 DNF consécutifs, un complet raté à Motegi, beaucoup de choses comme ça. Mais on ne peut pas oublier non plus que dès sa première course, on se bat pour le podium avec une gestion des pneus certes délicate,
Après, on arrive à Portimao, podium. À Austin, on joue directement avec les leaders dans une des plus belles batailles de l'histoire du MotoGP. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas oublier certaines choses comme ça. Bravo Pedro Acosta. Brad Binder, décevant dans l'ensemble. Brad Binder, il nous fait une saison à la Pedro Acosta. Donc Pedro Acosta, avec toutes ses chutes, avec tout ce qu'on lui reproche, même si pour moi, sa saison rookie, c'est pas très grave, tout ce qu'on lui reproche, finit 6e, Brad Binder 5e. Donc avec toutes ses chutes et tout ça, ils finissent quand même devant tout le monde. Donc bravo quand même, grosse performance, on a eu de bonnes choses, mis à part le Qatar, aucun podium pour Binder, aucune victoire, aucune même, on n'a même pas eu l'impression qu'il était en capacité de gagner une quelconque course et ça c'est ce qui me fait le plus mal parce que Pedro Acosta, on a eu ce sentiment, c'est possible, c'est le pilote avec le plus de podiums hors des pilotes Ducati, donc franchement Pedro Acosta, grosse saison, Miller, Fernandez, merci de ta participation, 2 années. Une première année plutôt pas mal, une deuxième année avec une moto qui ne lui correspondait pas, le mental, forcément, c'était plus vraiment là avec les résultats catastrophiques. Donc voilà, bonne retraite. Peut-être qu'il ira chez Yamaha, je n'ai pas encore l'info, dites-moi si vous l'avez. Jack Miller passe chez Yamaha, retourne chez Pramac et on verra ça. Mais c'est pareil, une moto qui ne lui convient pas, avec du chattering, son style de pilotage pas du tout adapté pour la KTM. On verra ce qui se passera pour Jack Miller pour la suite. Mais bravo, merci quand même parce qu'on a eu de belles choses, notamment en 2023 grâce à Jack Miller. Et voilà, KTM, après, j'ai pas grand chose à dire. C'était pas un circuit qui leur convenait vraiment. Mais passons à Aprilia, qui eux, par contre, ont été très investis dans ce Grand Prix. Le bouclier humain, le défenseur du titre, le dernier rempart, Aleix Espargaro. Waouh, bravo monsieur, merci pour cette participation. C'est fini Aleix Espargaro, c'est fini chez Aprilia, c'est terminé, fin de la saison, fin de sa carrière en tant que pilote officiel, en tant que pilote à plein temps. Il passe chez Honda aux côtés de Johan Zarco, de Juan Mir, de Luca Marini pour développer cette RC213V, pour aider Honda dans le développement MotoGP. Donc voilà, merci Aleix Espargaro. C'est pas du tout un pilote qui m'a marqué, c'est pas du tout un pilote que j'apprécie particulièrement, que ce soit dans son pilotage ou par sa personnalité. Mais dans tous les cas, il faut savoir le reconnaître quand on le voit. C'est une très grande carrière, 255 courses du côté d'Aleix Espargaro. On est sur quelques victoires, très peu, 2 ou 3 victoires tout au long de sa carrière, quelques podiums, quelques pole positions. Ça n'a jamais été très fructueux, toujours sur des machines en bas du tableau, en bas de classement, mais un pilote qui a su quand même par son talent, par son travail, par son acharnement dans ce sport, garder une place en MotoGP durant ces longues années en apportant expérience et rapport technique. Donc, bravo Aleix Espargaro, merci pour tout ça parce que quand même, il faut des pilotes qui font un peu de drama. Parfois, ça relance un peu le sport, ça peut relancer une saison. Et cette fois-ci, il y a du drama, mais c'est en fin de saison. Aleix Espargaro qui fait bouchon, qui bloque totalement tout le monde derrière lui. Alors que ce soit à Bastianini, il tue la course d'Enea Bastianini. Alors oui, certains vont dire, oui, mais il fait rien de spécial, juste il défend tout ça. Il tue la course d'Enea Bastianini. Pour moi, ça reste normal, même si là, on n'est plus sur des consignes pilotes, on n'est plus sur des consignes d'équipe, on est sur des consignes interconstructeurs, on est sur des consignes d'amitié. Aleix Espargaro l'avait dit, je préfère que Martin gagne le titre de champion du monde que de gagner ma dernière course à domicile. Donc voilà, c'était très clair dès le début, il l'avait annoncé. S'il était juste derrière Martin, aucune attaque n'allait être faite, aucune attaque n'a été faite. S'il était derrière Martin, il allait défendre sa position pour empêcher un quelconque pilote d'aller chercher l'Espagnol. Et ce qui a été fait, c'est une très belle défense dans les règles de l'art, des attaques au bon moment, une très bonne utilisation du dernier virage face à un Enea Bastianini qui avait du mal d'ailleurs dans ce dernier virage, que ce soit avec la traction ou même avec une trajectoire saine. Donc, bravo Aleix Espargaro, merci Aleix Espargaro pour les fans de Jorge Martin. Moi personnellement, je m'en moquais un petit peu, mais voilà, donc un grand monsieur quand même de ce sport. Après avoir parlé du défenseur ultime, parlons de son coéquipier. Décevant en soi cette saison, décevant. C'est le seul pilote à avoir gagné une course cette saison, mis à part les pilotes Ducati. C'est le seul pilote, on est d'accord. Un seul pilote a gagné une course principale autre que des Ducati, c'est Maverick Viñales à Austin en 2024. Bravo, ça c'est une belle performance. Mais à part ça, c'est décevant. Qui va me dire qu'il est satisfait de la saison de Viñales? Il avait la tête ailleurs en fin de saison. Cette dernière course est catastrophique. Rien n'allait.
Il le disait en interview, ça arrivait souvent, hâte de tester ce nouveau défi, hâte de passer chez KTM, peut-être un ras-le-bol général du côté de chez Aprilia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'équipe, il y a beaucoup de nouvelles personnes, des nouveaux pilotes, tout va être nouveau pour 2025. Donc voilà, attention Vignales quand même, ce n'est pas parce qu'on change de constructeur, on l'a vu que ce soit en Moto 3, en MotoGP chez Yamaha, en MotoGP chez Aprilia, ce n'est pas parce que Vignales n'est pas capable de passer outre les problèmes actuels d'un constructeur ou d'une moto que tout va s'améliorer seulement en changeant d'équipe et de constructeur. Non, Vignales n'a toujours pas évolué, j'ai l'impression, sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est dommage. On va voir chez KTM, il va falloir s'adapter au pilotage parce que la moto est très compliquée tout de même. Et il va falloir s'adapter à un nouvel environnement de travail. Donc Vignales, tout n'est pas gagné, mais j'ai hâte de voir ça quand même parce que ça va être intéressant. Côté Trackhouse, Fernandez, on va pas trop en parler. C'est un des flops de l'année selon moi. C'est pas bon du début jusqu'à la fin. Et côté Miguel Oliveira, ça a été très compliqué. Je ne peux pas dire pas bon parce qu'il y a quand même un podium en course sprint. Podium de Miguel Oliveira, premier podium pour Trackhouse en course sprint, premier podium pour Trackhouse en MotoGP en général. Donc voilà, même si c'était compliqué, on en reparlera dans le bilan d'Aprilia. Passons à Ducati. Une saison record et c'est mérité, un travail exceptionnel de l'équipe de Gigi Dall'Igna pour construire la meilleure moto selon moi de tous les temps. Ça rivalise avec des Honda de 2002, 2003, ça rivalise avec des Yamaha dans les années 2010. C'est juste exceptionnel, exceptionnel le travail d'ingénierie et je comprends que certaines personnes ne soient pas satisfaites du résultat. 19 courses sur 20 ont été gagnées par la même moto, enfin par une Ducati. Il y a eu la GP23 et la GP24. 19 courses sur 20 par une Ducati. Mais en même temps, quelle meilleure récompense pour un travail d'une équipe technique à la pointe, quasiment à la perfection, à la pointe de la technologie, qui derrière tout ça a sacrifié des heures de vie pour pondre cette masterclass de moto. Donc honnêtement, moi ça m'a pas forcément, je suis d'accord, pas de KTM, pas de Honda, pas de Yamaha sur le podium, sur les premières marches du podium. Oui, c'était un petit peu long à la fin, oui, c'était un petit peu embêtant, mais Ducati nous a quand même offert un spectacle entre six pilotes, donc ça a quand même un peu rattrapé le tout. Mais quand même, le travail derrière tout ça est juste faramineux. Donc, un grand bravo à Ducati, un grand bravo à l'équipe technique, un grand bravo aux pilotes, parce que même si vous mettez la meilleure moto sur la grille, si vous n'avez pas le pilote dessus qui est capable de l'exploiter à 100%, voire à 110% pour pouvoir battre les autres pilotes, ça n'a pas de sens. Donc là, on a des pilotes qui déjà battaient tous les autres pilotes de la grille. Donc premièrement, c'est pas mal. Et qui en plus rajoutaient quelque chose de supplémentaire parce qu'ils devaient se battre entre eux et avaient une vitesse de plus du coup. Ils étaient à 110% toute la saison, d'où les erreurs de tous les pilotes, que ce soit Bastianini, Marquez, Martin ou Bagnaia. Tous ces pilotes-là ont fait énormément d'erreurs tout au long de cette saison et on ne peut pas leur en vouloir au vu du spectacle qui nous a été offert en 2024. Si on passe au pilote Ducati, merci Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi 2023, exceptionnel. Première victoire en Argentine, victoire au Mans. On se souviendra de ce passage en 2023 avec cette GP22. Un grand Marco Bezzecchi, troisième au championnat du monde. Une saison 2024 plus compliquée avec la GP23 et les nouveaux pneus Michelin. Difficulté à s'adapter, la moto qui grippe beaucoup plus, qui n'est pas du tout adaptée au style de pilotage de Marco Bezzecchi. Donc voilà, un très beau passage dans le Team VR46 et ce depuis la Moto 2. Donc bravo, un beau parcours, une belle avancée, une belle montée en puissance de la part de Marco Bezzecchi. Et cet apprentissage avec cette GP23 difficile n'est que bénéfique pour Marco Bezzecchi avant d'arriver dans un nouveau challenge très compliqué parce qu'il connaît la difficulté, il connaît le fait de ne pas performer sur une saison. Donc Marco Bezzecchi va pouvoir mettre à profit toutes ses connaissances et aider Aprilia à remonter avec un coéquipier qui est champion du monde en titre et qui est le pilote le plus rapide du monde actuellement sur deux roues, Jorge Martin, champion du monde. On en parle juste après. Côté Marc Marquez, ça passe chez Ducati officiel. Très bonne course d'Alex Marquez, très bonne course de Marc Marquez aussi bien sûr. Une grosse saison. On en parlera dans le bilan de Ducati. Je ne peux pas parler de tout, la vidéo va déjà être très longue. Alors après on a qui? On a Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, bonne saison dans l'ensemble.
un peu décevant, on en attendait un peu plus, mais un beau retour, un bon retour après le traumatisme crânien, après les essais de début de saison qui n'ont pas été faits, après une confiance à retrouver sur tout le début de la saison, parce que forcément, c'est difficile. Donc un bon Morbidelli quand même qui rattrape beaucoup de points en championnat et qui se bat largement dans ce top 10. Donc merci Franco. Après on a Fabio Di Antonio qui reste à la 46. Bravo Fabio. Dommage pour cette blessure en fin de saison. On a vu de bonnes choses. On a surtout vu de la régularité. Le mot d'ordre cette saison. Donc j'ai hâte de voir l'année prochaine. Maintenant, passons aux Big Four, ceux qui ont écrasé tout le monde cette saison. Premièrement, cette bataille Bastianini-Marquez. C'est Marc Marquez à mon plus grand désarroi. Pedro Acosta qui perd. Miguel Oliveira qui n'est pas dans le coup. Enea Bastianini qui perd contre Marquez. Autant vous dire que certains étaient très contents que Martin soit champion du monde. Moi, j'ai vécu une course pas terrible. Vraiment pas terrible honnêtement d'un point de vue personnel. Après, c'était quand même sympa parce qu'il y avait la bataille pour le titre. Mais dans tous les cas, c'était pas fou. Bon, Bastianini qui a manqué son début de saison, Bastianini qui a manqué de régularité sur les bons résultats. Il manque quelques victoires, il manque quelques points en course sprint. On a vu de belles courses. On a vu notamment à Silverstone un week-end parfait de la part d'Enea Bastianini. C'est ce qu'on attendait. Je suis dégoûté de le voir partir de chez Ducati. Honnêtement, c'est pire qu'une perte de Martin selon moi. Le duo Bagnaia-Bastianini était exceptionnel. Tant du duo italien sur une moto italienne, ça c'était bon. Les pilotes se complétaient bien, ils n'étaient pas forcément dans le même style de pilotage, mais le registre d'utilisation de la moto était quasiment le même. On voyait beaucoup de similarités entre les deux pilotes, que ce soit dans le choix des pneus, dans le choix technique ou dans les retours de certains moments sur certains circuits. Donc voilà, le duo pour moi était bien, était complet. Deux pilotes qui s'entendaient bien, deux pilotes qui se complétaient par moments avec des capacités d'analyse différentes. Donc voilà, on perd quelque chose et puis surtout on avait un Bastianini un peu en dessous de Francesco Bagnaia qui n'allait pas vraiment gêner le pilote numéro 1 de chez Ducati, alors que là on lui met Marc Marquez, auteur d'une très très belle saison sur sa GP23, troisième au championnat du monde, qui passe chez Ducati officiel sur la GP25. Donc voilà, bravo Marc Marquez, monstrueux. Je pense par exemple au Sachsenring, exceptionnel. Bon, il n'a pas gagné certes au Sachsenring, je pense à Aragon aussi, il a gagné le week-end parfait, mais au Sachsenring c'était encore plus fou, j'ai trouvé. Mais voilà, un grand Marc Marquez qui revient au top niveau. Alors pour moi, ce n'est pas du tout Marc Marquez Prime, on en est très loin encore de ce qu'il était capable de faire il y a encore quelques années. Mais voilà, un grand retour au top et l'année prochaine, un des favoris pour le titre de champion du monde pour sûr. La bataille concernant le titre entre Francesco Bagnaia ainsi que Jorge Martin. Bravo ces deux pilotes, victimes malheureusement de beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Pas de mérite, ils ont la meilleure moto. En attendant, encore une fois, c'est plus de 100 points qui séparent Martin du troisième. Donc, certes, il y avait une meilleure moto, certes ceci, certes cela. Ils ont pulvérisé, écrasé, roulé sur la concurrence. Je n'ai rien d'autre à dire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de 30 podiums. 30 podiums en une saison, que ce soit pour l'un ou l'autre pilote. Hein. Franchement, les deux ont été énormes. On parle de 11 victoires pour Francesco Bagnaia, à la Valentino Rossi, à la Marc Marquez, à la Agostini. Bon, qui fait 11 victoires en une saison MotoGP? On parle d'un Jorge Martin qui fait une série de 7 podiums consécutifs pour terminer la saison. Qui fait 7 podiums consécutifs, que ce soit en course sprint ou en course principale en MotoGP? Honnêtement, en termes de régularité, oui, il y a eu des erreurs. Mais en termes de régularité dans les top résultats, ces deux pilotes ont été monstrueux, exemplaires. Dans tous les cas, c'était les meilleurs parce que quand on regarde derrière, s'ils ne sont pas aussi proches, c'est parce que la régularité a aussi été un défaut chez tous les pilotes de la grille, tellement cette saison allait vite. Les pilotes de devant mettaient un tel rythme que pour les suivre un minimum, il fallait pour tout le monde dépasser sa capacité maximum. Donc surpiloter. Alors surpiloter, bien sûr, ils étaient dans la maîtrise de pilotage, mais il fallait quand même donner un peu plus pour être dans un rythme normal, pour être dans un rythme pas trop loin des leaders, parce que finalement, ce qui était proposé devant, c'était tout simplement exceptionnel. Donc bravo Francesco Bagnaia, bravo Martin. J'ai trouvé que ça a manqué de bataille entre les deux pilotes tout au long de la saison. On avait vraiment ce duel à sepang, mais mis à part ça, c'était assez compliqué. Mais encore une fois, Martin mérite totalement son titre. Francesco Bagnaia, auteur d'une saison record en termes de victoires et de régularité en course principale.
Un grand bravo, il n'en sera que plus fort en 2025. Martin qui se tourne vers un nouveau défi chez Aprilia, hâte de voir ça. Mais bon, en tout cas, bravo Jorge Martin encore une fois. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce champion du monde espagnol numéro 89 en 2024. Donc ne vous inquiétez pas, on pourra le run Martin plus en détail pour le féliciter et pour revoir en détail cette saison 2024 qui a été historique. En tout cas, passons à la Moto 2, Moto 3. J'espère que ce dernier BRK MotoGP vous a plu. Moi qui m'étais dit que le BRK final devait être assez court, mais en fait, j'ai beaucoup de choses à dire et puis ça me rend triste cette fin de saison. J'aurais vraiment aimé avoir plus de courses en fait, même si c'est largement suffisant pour le moment. Donc voilà, c'est fini, c'est terminé 2024. Passons à 2025, ça commence à maintenant, au moment où sort la vidéo. La première journée 2025 est terminée, c'était les tests à Valence. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, mais tout va s'enchaîner. Et donc, Moto 2, Moto 3, Moto 2, on a eu une course de Moto 2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vraie course de Moto 2, c'est-à-dire un peu d'écart. On s'éloigne, les pilotes sont tous plus loin les uns que les autres. Et puis, il se passe quasiment rien tout au long de la course. Moto 3, voilà, bravo David Alonso, une nouvelle victoire. C'est exceptionnel. On fera une vidéo sur David Alonso, on fera une vidéo sur Ai Ogura, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, 2 très bonnes saisons dans l'ensemble, des déceptions, des grosses réussites, du bonheur, vraiment beaucoup de bonheur, notamment en Moto 2. J'ai été très agréablement surpris. On a eu du spectacle, on a eu de la bataille, on a eu un nouveau constructeur qui gagne le championnat du monde finalement, que ce soit constructeur, écurie ou même pilote, qui rafle tout sur son passage. Donc une montée en puissance de Bosco Scuro qui bat Kalex enfin après 10 ans de domination totale dans cette catégorie. Et puis KTM en Moto 3 qui vient remporter ce titre du coup avec David Alonso. Alors c'est CF Moto, mais KTM qui continue de remporter des titres, même si l'année dernière c'était Honda, je vous l'accorde. Voilà, David Alonso, exceptionnel. Il marque déjà l'histoire à son jeune âge. On peut l'inscrire vraiment dans le livre des records. Mais il est en fait inscrit dans le livre des records. Il marque le sport en fait. Il marque le sport avant même d'arriver dans la catégorie reine. Donc ça, c'est déjà les signes d'un grand champion. Attention à ne pas mettre trop d'espoir. Attention à ne pas non plus le bombarder de pression. Parce qu'on a vu, Pedro Acosta a été capable de supporter cette pression. Pedro Acosta a directement rebondi après une saison loupée, entre guillemets, en Moto 2 pour être directement champion du monde. David Alonso a l'air d'être du même calibre. Mais dans tous les cas, David Alonso, attention, ça va être quelque chose pour l'avenir. Ne pas lui mettre trop de pression, le laisser le temps d'évoluer, même si, bon, forcément, tous les regards sont déjà tournés sur lui pour une arrivée en MotoGP dans les 2-3 prochaines années en tant que champion du monde Moto 2. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi les BRK ou les vidéos. Ça continue, ça ne s'arrêtera pas là bien sûr. Plein d'autres vidéos sont prévues pour cet hiver pour combler le manque de MotoGP. Et bien sûr, voilà, merci bien sûr, merci à vous. Ouais, c'est tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des retours, il y a des retours sympas dans les commentaires. Il y a de quoi discuter de temps en temps. Bon, de temps en temps, j'ai envie de tuer des gens dans les commentaires, mais je ne le fais pas. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao. J'espère que la saison 2024 vous a plu. Bam!